Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Plus d'une centaine de civils tués au Soudan depuis le 15 avril. Khartoum, la capitale, est le théâtre d'affrontements meurtriers. Des violences qui opposent l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Rwanda. Les deux États ont scellé plusieurs accords de coopération à l'occasion de la visite du président rwandais Paul Kagame à Cotonou. Et puis le Sénégal tiendra en juillet prochain le Forum international des investissements. Le directeur général de l'APIX, Abdoulaye Baldé, est avec nous pour en parler. Le Soudan, au bord de la guerre civile, depuis le samedi 15 avril, des affrontements meurtriers opposent l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo à Khartoum. Le bilan est lourd. Le syndicat officiel des médecins déplore la mort d'une centaine de personnes dans les rangs des civils. Les explications de Paul-Marcel Mayaki. La situation est toujours confuse au Soudan. Khartoum, la capitale du pays, est toujours le théâtre de combats meurtriers après une journée de violents affrontements. Dans plusieurs quartiers de la ville, l'on note de nombreux dégâts matériels, comme le montrent ces images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux. Les habitants, pris entre deux feux, tentent de se mettre à l'abri. Les combats qui ont éclaté samedi 15 avril 2023 opposent deux anciens alliés, les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, dirigés par le général Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemeti, et les unités de l'armée fidèle au général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du Soudan depuis le coup d'État du 25 octobre 2021. Ces affrontements sont les premiers du genre depuis que les deux anciens alliés ont uni leurs forces pour renverser le président Omar Hassan el-Béchir en 2019. Rien ne va entre les deux hommes vu que les seconds se montrent ambitieux pour occuper la place du premier. Il y a aussi des interférences extérieures, notamment des islamistes alliés de l'ancien président qui a été défenestré, qui ont intérêt à ce que les deux militaires ne puissent pas s'entendre. À l'origine de la discorde entre les deux officiers, la montée des tensions autour de l'intégration des FSR dans l'armée. Le désaccord sur le calendrier a retardé la signature d'un accord soutenu par la communauté internationale avec les partis politiques sur une transition vers la démocratie. Préoccupé par ces affrontements, l'ancien premier ministre civil Abdallah Hamdok, les organisations africaines dont l'Union africaine et plusieurs États du continent ont appelé les différentes factions à arrêter la destruction du pays et à éviter une effusion de sang. Je m'adresse particulièrement aux deux belligérants, notamment au général Abdel Fattah al-Burhan, chef suprême des armées, et le général Mohamed Hamdan Daglo, chef des forces de soutien rapide. Je les appelle à arrêter immédiatement les affrontements armés et de trouver une solution pacifique pour épargner le peuple d'un bain de sang inutile, car les cartouches ne font pas la différence entre les belligérants en conflit et les civils innocents. Dans un communiqué publié samedi 15 avril 2023 en fin de journée, l'armée soudanaise a demandé à la population de rester chez elle alors qu'elle poursuivait ses frappes aériennes contre les bases des paramilitaires. Selon le Comité central des médecins soudanais, une organisation indépendante et pro-démocratique, le bilan de ces affrontements fait état de 56 victimes et plusieurs centaines de blessés. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol vers le pays et le Tchad voisin a annoncé la fermeture de ses frontières et un renforcement de leur sécurité. Et la situation au Soudan inquiète dans les rangs des organisations internationales. L'Union africaine et l'ONU avaient notamment appelé à une cessation immédiate des hostilités. Un appel également émis par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly, qui étaient réunis au Japon à l'occasion de la réunion des chefs de la diplomatie des pays du G7. La préoccupation est aussi vive au sein de la Ligue arabe qui organisait le dimanche 16 avril une réunion d'urgence. Une session marquée notamment par la prise de parole de l'ambassadeur du Soudan à la Ligue arabe, Al-Sadiq Omar Abdullah, qui a demandé à ce que, je cite, le règlement du conflit soit laissé aux Soudanais loin de toute ingérence internationale.
Retour à présent sur la visite du président rwandais Paul Kagame au Bénin. Le chef de l'État est arrivé le 15 avril à Cotonou où il s'est entretenu avec son homologue béninois Patrice Talon. Une visite d'État qui a abouti à la signature de plusieurs accords, notamment dans le domaine de l'agriculture, du numérique ou encore du tourisme. Les deux dirigeants ont aussi convenu de renforcer la coopération dans le domaine militaire à l'heure où la menace terroriste gagne du terrain en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Leftiounou. À la tête d'une forte délégation rwandaise, le chef d'État rwandais Paul Kagame a été reçu au palais de la Marina par son homologue Patrice Talon, président de la République, à Cotonou, samedi 15 avril 2023. Cette visite de travail au Bénin vise à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays et renforcer le partenariat sud-sud dans les domaines de la sécurité et la défense, de l'économie et de la recherche. Dans le cadre de leur échange, les deux présidents ont abordé des sujets d'intérêt liés à la menace terroriste au Sahel et son extension vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, notamment au nord Bénin. Ils ont exprimé la volonté de renforcer les accords de défense pour faire face aux défis sécuritaires au profit du Burkina Faso et du Bénin. Nous n'avons pas de limite dans l'expression de cette coopération. Elle peut aller, pour commencer, dans l'encadrement, dans le coaching, dans l'expertise, dans la formation, jusqu'à, si le besoin s'impose, dans le déploiement conjoint. Dans le cadre de cette visite, les deux chefs d'État ont signé des instruments juridiques dans les domaines de la non-imposition et la non-double imposition sur les revenus des opérateurs économiques, l'agriculture, le numérique, la gouvernance locale, le développement durable, la coopération militaire, la coopération commerciale et industrielle, le tourisme et la promotion des investissements. Les deux chefs d'État misent sur les compétences locales, notamment la jeunesse pour le développement. Il faut qu'on commence à promouvoir l'acquisition des compétences qui viennent d'Afrique. Il faut qu'on soit fiers de cela. Et c'est ma vision, c'est une vision que je partage avec le président Talon. Nous nous sommes entendus, nous avons des accords que nous partageons déjà. Nous allons échanger des informations, nous allons partager beaucoup de choses ensemble dans ces différents secteurs. A noter que pour le suivi des questions d'intérêt commun des deux pays, il se tiendra à Cotonou d'ici la fin de l'année 2023, la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-rwandaise. En dehors de l'initiative d'Accra, à laquelle le Bénin est parti, le pays a engagé depuis septembre 2022 des pourparlers avec le Rwanda au sujet d'un soutien logistique et d'expertise pour la lutte contre la recrudescence des attaques terroristes dans le nord du Bénin depuis fin 2021. Dans l'actualité également, le Sénégal se prépare à abriter dans quelques mois le Forum international des investissements, prévu les 6, 7 et 8 juillet prochains à Diamniadio. Ce rendez-vous économique est organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux. Investisseurs, chefs d'entreprise ou encore délégations étrangères y sont attendus. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'APIC-CESAL, Dr Abdoulaye Baldé. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce forum en est à sa première édition. Expliquez-nous un peu le contexte de sa création. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. C'est un forum important, le premier du genre, comme vous l'avez dit, au Sénégal. Le contexte, c'est que nous nous sommes rendus compte des retombées positives de l'économie sénégalaise actuellement et surtout des perspectives excellentes qui se dessinent, qui se dressent devant nous. Il y avait d'abord tout cet environnement des infrastructures qui avait pris en envol, que ce soit les infrastructures aéroportières, dans le ferroviaire, mais aussi au niveau des autoroutes. Et donc ce qui nous restait, c'est de mettre en place une impulsion de l'économie dans sa globalité, en y ajoutant un volet zones économiques spéciales. Mais aussi, vous savez que d'ici le mois de novembre, le Sénégal va rentrer dans ce cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Et donc, toutes ces perspectives économiques, nous recevons aussi bien au niveau de l'APIX que des ministères sectoriels, des niveaux, au niveau de certaines directions qui interviennent dans les domaines économiques, beaucoup d'investisseurs. Donc, on s'est dit qu'il était peut-être beaucoup plus propice de réunir tout ce monde-là autour d'un forum et puis d'avoir une bourse de l'ensemble des projets du Sénégal, que ce soit des projets privés ou des projets étatiques,
le projet du plan Sénégal émergent. Donc le président Macky Sall nous a instruit d'organiser ce forum, que ce soit un forum d'échange. Nous attendons à peu près 3000 personnes, aussi bien des banques, des fonds d'investissement, des entreprises, mais aussi des Sénégalais qui sont porteurs de projets privés. Et en termes de chiffres, est-ce qu'il y a un montant que vous ciblez en termes d'investissement? Oui, nous ne sommes pas limités. En fait, les chiffres globaux qu'on cherchait sont des chiffres astronomiques. Vous savez que le Sénégal va, comme je l'ai dit, va bientôt entrer dans l'ère de la production pétrolière et du gazière. Donc, ce sont des investissements qui sont colossaux. Mais nous, ce que nous voulons, c'est de créer une certaine domination de l'ensemble de l'économie, parce que nous avons déjà les bases dans le domaine des infrastructures, aussi bien, je l'ai tantôt rappelé, dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine du fer. Mais aussi, nous avons assaini l'environnement des affaires, parce que si vous prenez les réformateurs au niveau des économies africaines, le Sénégal se place dans le top 10. Aussi, dans les perspectives de croissance qui se dessinent au niveau mondial, on est à peu près, les prévisions sont de l'ordre de 2,6%, de 2,8%, au niveau africain 3,6%. Et le Sénégal se place déjà dans une perspective de croissance entre 8, 9, voire 10% pour l'année 2023. Et donc, c'est un environnement global qui existe et que nous voulons créer. Vous avez parlé de climat des affaires, justement. Récemment, une enquête réalisée par la direction de la prévision et des études économiques parlait d'un renforcement du climat des affaires de 8,2 points en décembre 2022, un chiffre fondé sur le solde d'opinion des chefs d'entreprise. Vous confirmez cette amélioration? Oui, absolument. Donc, je disais que nous sommes parmi les meilleurs pays réformateurs, où ce soit bien, nous avons pris un certain nombre de dispositifs, renforcer notre dispositif d'incitation à l'investissement. Et si vous prenez les investissements directs étrangers, en termes d'investissements directs étrangers, aujourd'hui nous sommes 8e au niveau de l'Afrique, 3e au niveau de la CEDEAO et 1er au niveau de l'UEMOA. Tout ça, c'est favorisé par le fait que nous avons mis en place un dispositif d'abord d'allègement fiscal, de régime incitatif, mais aussi de l'amélioration de l'environnement des affaires avec la réforme du Code des investissements, la mise en place de lois spéciales sur les zones économiques spéciales. Nous avons réformé la justice commerciale. Nous avons mis en place un certain nombre de procédures pour alléger la création des entreprises. Aujourd'hui, en 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise au Sénégal. Et nous, la perspective qui se dessine à nous, c'est que d'ici la fin de l'année, on puisse créer son entreprise en ligne et procéder en télépaiement. Donc nous sommes dans une logique vraiment de simplification de l'ensemble des procédures, de sécurisation des investissements, parce que les investisseurs, quand ils viennent aussi, il faut qu'ils soient en environnement sain. Et le premier facteur qu'ils regardent, c'est d'abord l'environnement juridique et puis aussi le côté judiciaire, parce que il y va de la sécurité des investissements. Alors, dans ce forum, il y aura un temps fort sur l'industrialisation et le développement des petites et moyennes entreprises, un développement qui se heurte souvent à des contraintes comme l'accès au financement. Pour changer la donne, le gouvernement a lancé le programme pour l'emploi, la transformation économique et la relance au Sénégal. Qu'en attendez-vous en termes d'emploi, et surtout pour les jeunes? Oui, d'abord, les jeunes, on veut les inciter à être des créateurs d'entreprises. L'objectif de ce forum, c'est vrai, nous attendons de grosses entreprises, mais nous attendons aussi des PME et même des entreprises individuelles. L'objectif, c'est de faire une rencontre entre ceux qui sont porteurs de capitaux et ceux qui veulent que ces capitaux soient investis, et puis ceux qui ont des projets et qui ne trouvent pas de financement. Donc, en dehors vraiment des rencontres informelles, de discussion, des panels, il y aura des renforcements avec des porteurs de projets qui ont des fiches de projets et qui sont des projets totalement bancables et qui pourront rencontrer les investisseurs. Comme ça, de façon pratique, on ne passe pas en forum pour parler et repartir, mais de façon concrète, qu'il y ait déjà des intentions de financement, qu'il y ait des projets qui sont pratiquement tout à fait finançables et qui ont déjà des études de faisabilité, un projet vraiment en bout de processus qui pourra
trouver là des bailleurs au niveau du forum. Ce forum cible plusieurs secteurs, dont celui de l'énergie, des mines ou encore de l'agribusiness. Est-ce qu'il y a des secteurs où des investissements doivent être faits en priorité? Par exemple, il y a un vrai besoin en termes de santé. Oui, nous avons d'ailleurs, de ce point de vue, nous sommes en train de créer ce que j'ai appelé tantôt la zone économie spéciale, où un des volets les plus importants, et c'est un domaine sur lequel nous insistons, c'est le domaine de la santé. Le secteur de la pharmacie, mais aussi de façon générale de la santé. Parce que dans cette zone, nous allons installer le hub des urgences en Afrique de l'Ouest de l'OMS sur une surface de 5 hectares. Et tout autour, nous voulons développer une zone pharmaceutique, de fabrication de médicaments, mais aussi de masques. Il y a eu un vrai besoin avec l'avènement du coronavirus. Merci beaucoup Abdoulaye Baldé d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux, l'APIX, qui organise les 6, 7 et 8 juillet 2023 le Forum international des investissements à Diamniadio. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Depuis quelques semaines au Kenya, le milieu de l'athlétisme connaît quelques turbulences. Dans un communiqué paru le 4 avril, David Aouman, le président de l'unité d'intégrité de l'athlétisme, a dénoncé un dopage de mieux en mieux organisé dans le pays. L'AIU émet par ailleurs l'hypothèse, je cite, que l'élite des athlètes kenyans est aidée par une ou plusieurs personnes, y compris une personne ayant des connaissances médicales considérables. Une actualité qui suscite beaucoup de réactions avant les prochains Jeux Olympiques. Les précisions de José Douglas. Début avril 2023, une nouvelle affaire de dopage à grande échelle a été découverte au Kenya. C'est l'unité d'intégrité de l'athlétisme qui a dénoncé cette affaire. Certains spécialistes tentent de nous apporter quelques informations. Ce n'est pas nouveau, c'est dans un contexte bien particulier qui touche, hélas, une nation assez performante dans le fond, le grand fond, mais surtout qui est, à mon avis, qui s'enraye dans la crise sociale et aussi économique que touche le monde du sport, dans lesquels les athlètes kenyans seront pris depuis de nombreuses années, c'est-à-dire l'appât du gain, la surdimension des compétitions et la répétition effectivement des compétitions mondiales à très haut niveau, et aussi pouvoir avoir des ressources faciles dans un pays qui est en crise, où le sport représente de grandes possibilités d'ascension sociale, mais aussi des profits assez importants. En 2016, le Kenya a mis en place son agence antidopage et introduit des sanctions pénales, notamment des peines de prison. Pour David Aouman, c'est une menace sérieuse contre notre sport. L'unité d'intégrité de l'athlétisme a été mandatée pour travailler avec la Fédération d'athlétisme du Kenya et son agence antidopage. Ce n'est pas une surprise dans la mesure où le Kenya aujourd'hui est la cible d'un certain nombre de gens qui ont intérêt à doper les athlètes de manière à en tirer les fruits. Ça, c'est un premier point. Et puis, il faut savoir aussi que au Kenya, c'est une façon aussi de vivre et de faire vivre un village, une famille. Le 5 janvier à Nairobi, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, avait évoqué les cas de dopage répétés chez les athlètes kenyans. En 2022, plusieurs athlètes avaient été suspendus pour prise de produits prohibés. Le pays d'Afrique de l'Est a réussi à échapper à une exclusion de la FIA, contrairement à la Russie. Moscou, qui avait été suspendu en 2020 de toutes les grandes compétitions pour dopage et tricherie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.